Salut à tous, alors vous avez attendu longtemps cet épisode sur les voitures de Tokyo Drift, et bah ça y est, il est là. Pour ce film, la production a acheté 230 voitures, dont environ la moitié directement sur le marché de l'occasion au Japon. Alors on pourrait croire que du coup, les voitures sont sûrement restées là-bas. Et bah c'est pas le cas pour une raison très simple. En fait, au départ, la production voulait tourner environ 70% du film au Japon et le reste aux États-Unis. Au fur et à mesure du temps, ils se sont rendus compte que ça serait plutôt 50%. Et puis encore après, ils se sont rendus compte que finalement 90% du film devrait être tourné en Californie parce que le gouvernement japonais et notamment les gens de Tokyo étaient pas trop chauds pour couper des pans entiers de la ville pour pouvoir tourner. Donc en réalité, le seul moment où ils ont eu le droit de tourner, c'était sur le périphérique de Tokyo, et ils ont eu 1 heure pour tourner la scène de la voiture de Han, donc la RX-7 Velside, qui roule sur le périphérique de Tokyo. Les autres, c'est que du CGI, ou alors ça a été tourné sans les autorisations, tout simplement. Alors dans Tokyo Drift, comme son nom l'indique, les voitures doivent glisser. Donc contrairement aux 2 précédents Fast and Furious, ici les voitures sont assez durement modifiées. On tente de faire obtenir à peu près 500 chevaux à chaque voiture du film, histoire qu'elle glisse vraiment correctement. Donc pour cela, un énorme hangar a été loué en Californie et c'est Dennis McCarthy qui a été chargé de modifier toutes les voitures. C'est encore lui à l'heure actuelle qui s'occupe des voitures du film. Alors une des voitures iconiques du film, c'est bien sûr la Monte Carlo, c'est une des toutes premières voitures que l'on voit dans le film. C'est la voiture personnelle de Shaun, le héros du film. À la base, la Monte Carlo devait s'inspirer de cette livrée qui est une voiture, une Monte Carlo des années 70, et donc elle devait être peinte en rouge et or. Finalement, ça s'est pas passé comme ça, puisque avant que la voiture soit peinte, il y a un des officiels de la production du film qui est passé voir Dennis McCarthy dans son hangar, et qui a vu donc la Monte Carlo dans cet état, c'est-à-dire dans un jaune d'une couleur, une peinture d'après en fait. La peinture d'après, c'est une peinture que l'on vient mettre avant la peinture finale, et du coup, ça fait une voiture qui n'est pas tout à fait finie, avec quelques accros, avec quelques problèmes de carrosserie, et finalement ça marchait bien avec le personnage de Shaun, et du coup la personne qui est passée et qui est tombée sur cette voiture a dit ok, on reste là-dessus, on va pas plus loin, reproduisez les voitures telles quelles. Et ça a un petit peu compliqué les choses pour les équipes de Dennis, parce que autant répliquer une voiture qui est finie avec une peinture classique, quelque part, il n'y a pas trop de problème. Autant répliquer une voiture qui n'est pas finie, qui est en après, avec quelques problèmes de carrosserie, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout qu'il en a fallu 11 pour le film. 11 parce que Tokyo Drift a été tourné un petit peu différemment. C'est-à-dire que certaines scènes étaient tournées en même temps que d'autres. En gros, une Hirocar avec les acteurs d'un côté, et à un autre endroit, une voiture de cascade qui était en train de filmer les scènes de course finalement. Donc ça faisait 2 fois plus de voitures, c'est pour ça que sur la Monte Carlo il y en a eu 11. Bon, autant esthétiquement les Monte Carlo ont plutôt été bien reproduites, autant au niveau mécanique elles sont toutes assez différentes. Par exemple, il y en a 2 qui sont montées en big block, donc une qui développe 560 chevaux et l'autre qui développe 700 chevaux, et ensuite c'est que des small blocks, c'est-à-dire que les big blocks c'était vraiment pour les scènes où il fallait aller vite, où il fallait avoir beaucoup de puissance. Ensuite, on avait des small blocks pour les scènes un peu plus calmes. Il y avait même certaines voitures qui n'avaient pas du tout de moteur, notamment pour toutes les scènes où il y avait les accidents. La production a même monté une coque de voiture sur une sorte de rôtisserie pour toute la scène où Shaun est en plein tonneau, où on voit notamment tout le bordel qu'il a dans la voiture, qui part un petit peu dans tous les sens. Alors j'en ai retrouvé une en vente en 2017 pour 25 000 $. C'est la numéro 5. Elle a un small block. Elle était déjà en vente en 2015 à 100 000 $. Donc le prix a été divisé par 4. Il y a eu une folie un petit peu en 2015 sur les voitures de Fast and Furious par rapport à la mort de Paul Walker. Mais finalement, les voitures ne se sont pas tellement vendues et tout le monde a fini par baisser son prix pour les vendre quelques années plus tard. Celle-ci, par exemple, aurait été rachetée par Dennis McCarthy et il serait actuellement en train de refaire toute une restauration pour la remettre aux spécifications du film. Une autre aurait été rachetée directement à Dennis juste après le film. C'est des Américains qui ont racheté ça et ils auraient entrepris une restauration. Malheureusement, il n'y a pas du tout de photos du véhicule fini, donc on ne sait pas exactement dans quel état il est actuellement. Et évidemment, Universal Studios en a gardé une pour exposer dans leur parc. Bon, sur les 11 Monte Carlo du film, vous doutez bien que certaines ont malheureusement assez mal fini, notamment la 7.
qui était en vente avec 2 autres Monte Carlo du film. Alors malheureusement, les 2 autres n'ont pas pu être sauvées. Elles ont été utilisées comme banque de pièces pour reconstruire la numéro 7. Bon, on passe maintenant sur la Viper rouge qui en gros est crashée dans la même scène que la Monte Carlo. Celle-ci a été rachetée déjà accidentée à une compagnie d'assurance qui l'avait considérée comme économiquement irréparable. Elle avait été achetée par la production à $27 000 juste avant le film. Elle a été rafistolée tant bien que mal pour apparaître dans le film et être crashée de nouveau. Après le film, elle a été rachetée par une entreprise qui s'appelle Cleveland Power and Performance, qui a en gros reconditionné la voiture pour qu'elle puisse être revendue mais sans la carrosserie. C'est-à-dire qu'une personne cherchait vraiment une Viper avec un moteur fonctionnel mais sans la carrosserie pour pouvoir faire un resto mode. Donc cette voiture a ensuite été importée en Suède où elle a reçu une carrosserie de Lincoln Continental. Donc ça c'est arrivé il y a plus de 10 ans, il y a cette vidéo qui est sortie à l'époque. Donc on sait que c'est la même voiture parce que c'est les mêmes jantes et puis il y a quelques preuves, notamment des papiers qui prouvent que c'est la même voiture. Cela dit, depuis 10 ans on n'a pas entendu parler de nouveau de cette Lincoln, ce qui est fort dommage parce que outre le fait que ce soit une voiture de film, ce resto mode il est fou quoi. J'aurais vraiment aimé en apprendre plus sur cette Lincoln sous laquelle on retrouve une Viper de Fast and Furious Tokyo Drift. Bon, j'aurais pu continuer de façon chronologique dans le film, mais j'ai choisi de faire ça différemment. J'ai fait ça plutôt par pays, donc on va continuer avec une américaine. Et je vais parler de la fameuse Mustang verte du père de Shaun. Bon alors, dans l'histoire du film, la Mustang est swappée avec le RB26 de Mona Lisa en à peine une nuit. Les équipes du film ont expliqué que ça s'est pas du tout passé comme ça, parce que eux ont mis 2 mois et demi et $80 000 à réussir à faire le swap. Parce que oui, il y a réellement une Mustang Fastback qui a été swappée avec un moteur de Skyline R34 GTR pour les besoins du film. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certaines scènes où la voiture est testée sans le capot. C'était pour que le spectateur puisse bien voir qu'il y a effectivement un RB26 sous l'absence de capot, parce que c'est Dennis McCarthy qui a vraiment demandé à ce que ce soit fait. Il pensait que sinon les spectateurs n'allaient pas croire que la voiture avait été réellement swappée. Bon, par la suite, ils se sont rendus compte que le swap ne fonctionnait pas aussi bien qu'ils l'auraient espéré. Bon, forcément, on n'est pas dans Forza, donc si vous voulez un swap, ça met vraiment quelques temps quand même à se fignoler, à se peaufiner pour qu'il fonctionne correctement. L'équipe du film a choisi la facilité pour toutes les scènes où il y avait vraiment besoin de puissance, donc toutes les scènes de drift, et ils sont passés sur un V8 Ford de 500 chevaux, donc dans toutes les Mustangs utilisées pour les cascades. Il y a eu 6 répliques de ces Mustangs. On sait qu'elles ont été vendues aux enchères juste après le film et qu'elles se sont vendues selon l'état et selon la motorisation entre 14 000 et 22 000 $. Ouais, je sais, c'est pas cher, mais c'est le prix auquel ces voitures se sont vendues. La HeroCar, donc celle qui a effectivement été swappée avec un moteur de R34 GTR, a été d'abord exposée au Volo Museum, et puis par la suite, en 2015, elle s'est retrouvée sur eBay, donc on pense que désormais elle est dans une collection privée. Nous savons qu'une a été exportée directement en Norvège et qu'elle y était encore en 2014 où ces photos ont été prises. Et si on regarde bien les photos, on se rend compte que la voiture était à vendre. Donc si ça se trouve, elle a changé de propriétaire, elle a peut-être même changé de pays. On ne sait pas exactement où celle-ci est à l'heure actuelle. Une autre a été vendue par Carlist Auction aux États-Unis et on sait que celle-ci est équipée d'un V8 Ford, donc plutôt un véhicule de cascade. Et enfin, on sait également qu'une a complètement été détruite lors du tournage du film et que du coup elle a juste pas été sauvée. Bon, on va maintenant passer sur la flopée de voitures japonaises que contient ce film et on va commencer par presque la voiture la plus connue du film, c'est-à-dire la Velside Fortune RX-7. Bon, nous ne connaissons pas le nombre exact de répliques que la production a commandé à Velside, on sait qu'elles sont au moins au nombre de 4. Ce qu'on sait par contre, c'est que la HeroCar était à la base le showcar de Velside pour l'Auto Salon de Tokyo en 2005. La voiture était alors bordeaux avec un intérieur rouge et elle a été entièrement remodifiée par la production. Ce qui est bien dommage puisqu'elle est restée dans sa configuration bordeaux que les quelques jours du salon, alors que la peinture avait coûté 30 000 $ et l'intérieur avait coûté 20 000 $. Mais quelque part pour Universal, 50 000 balles, c'est pocket money quoi. Donc comme je le disais, elle a été repeinte en orange à l'extérieur, en noir à l'intérieur, comme on la connaît dans le film, et elle a été répliquée au moins 3 fois. Nous savons que la HeroCar, celle qui a servi de showcar à la base pour Velside, a été revendue à un Australien. Donc celle-ci, c'est celle qui a toutes les modifications moteur également, qui doit faire environ 600 chevaux.
Il y en a eu une deuxième Eurocar qui avait été commandée à Velside. Celle-ci était en vente sur le site de New Era Import. On va reparler plusieurs fois de ce site parce qu'ils ont eu pratiquement toutes les voitures du film en vente. Et celle-ci a été vendue 28 650 livres. Alors je sais pas exactement où elle est partie, mais en tout cas elle est passée par New Era Import, c'est sûr. Si le prix est assez bas, enfin tout est relatif, mais pour une Velside c'est assez bas, c'est parce que le moteur qu'il y avait dans cette RX-7 c'était le moteur d'origine, rien n'avait été changé, au niveau puissance c'est exactement comme de l'origine. Donc je vous ai parlé de 4 répliques, les 2 qui ont été vendues par New Era Import, et forcément au moins 2 qui ont été détruites pendant le crash. On se rend bien compte que physiquement c'est impossible que le crash se passe de cette façon, parce que si la RX-7 avance et que la classe S vient comme ça, la RX-7 doit être projetée vers l'avant. Or là elle est vraiment projetée uniquement sur le côté, donc on sait que au moins 2 voitures ont été utilisées, et si on décortique bien les images, on se rend bien compte que c'est 2 voitures différentes. Donc il y a eu au moins 4 voitures, 2 ont été vendues et 2 ont été détruites. On passe maintenant à la fameuse S15, la Mona Lisa que Sean détruit dans un parking souterrain au début du film quand il arrive à Tokyo. Alors malheureusement, aucune de ces S15 n'a réellement été swappée avec un moteur de R34 GTR. Elles avaient toutes le moteur de base de la S15, c'est-à-dire un 2 litres Atmo qui fait même pas 200 chevaux. Alors on sait qu'il y en a une qui est exposée en extérieur à Universal Studios avec d'autres voitures du film. Et il y en a une autre qui a été revendue par New Era Import pour 10 000 livres en Irlande. Et là on la voit en 2008 en train d'être livrée à son nouveau propriétaire en Irlande. Elle s'est retrouvée sur un site de vente irlandais en 2009 pour 18 000 € et en 2015 pour 12 000 €. On ne sait pas trop si elle a changé de main, mais il y a de grandes chances qu'elle soit encore en Irlande aujourd'hui. Cette version est celle qui a été utilisée dans la scène où Twinkie explique à Sean que cette voiture c'est la Mona Lisa et que pour drifter tu te démerdes. On sait également qu'il y a 2 exemplaires de la Mona Lisa qui ont été complètement détruits pendant le tournage. Et un de ces 2 exemplaires a été swappé au moins visuellement avec un RB26 pour toute la scène en fin de film quand tout le monde retourne vers la S15 qui a été détruite pour en récupérer le moteur finalement. On va continuer avec la 350Z de DK. Sur 11 répliques, 2 ont reçu un kit Twin Turbo portant la puissance à 475 chevaux. Donc c'est les 2 véhicules qui sont utilisés pour toutes les scènes de drift. Sur ces 2 exemplaires, une a été revendue par New Era Imports. Alors on retrouve beaucoup cette société New Era Imports parce que c'est par cette société que la production est passée à la base pour importer les voitures du Japon vers les États-Unis. Donc ils avaient une sorte de relation de confiance et c'est pour ça que New Era a pu racheter pratiquement toutes les voitures du film après la production. Bon, le prix de cette 350Z DK n'a pas été divulgué sur l'annonce, mais selon certaines sources, le prix aurait été de près de 70 000 $ pour cette voiture. Ce qui est assez compréhensible puisqu'elle a quand même été modifiée par Velside au niveau extérieur et surtout au niveau intérieur, au niveau de la motorisation. Cette 350Z a notamment été utilisée sur toute la scène de drift dans le parking lorsque DK monte en drift sur la rampe d'accès. Alors elle aurait été rachetée par un Anglais qui l'a remis en vente en 2015 pour 150 000 livres. Puis elle était de nouveau en vente en 2017 pour un peu moins cher, 100 000 livres, mais ça reste quand même beaucoup d'argent. Il est indiqué dans l'annonce que si la voiture est aussi chère, c'est parce que c'est la seule réelle 350Z DK qui serait dans une collection privée. Il y en a effectivement une autre à Universal, mais sur les 11 produites, ce serait vraiment les 2 seules qui auraient survécu puisque toutes les autres auraient été détruites pendant la scène finale du film, et donc ça serait vraiment la seule dans une collection privée. Il y avait également une 350Z couleur or dans le film, celle de Morimoto. C'est elle qui se crache dans le tunnel souterrain contre une Lexus. Bon, c'est pas une des voitures principales du film, donc trouver des informations sur cette voiture a été un petit peu compliqué. Cela dit, j'ai 2-3 infos quand même, notamment que une est exposée à Universal Studios avec d'autres voitures du film, et que une est passée entre les mains de New Era Import. Alors je sais que quelqu'un sur Instagram du nom de Tokipaka en possède une, c'est peut-être celle qui a été rachetée à New Era Import. Le souci, c'est qu'il précise dans ses vidéos que en gros la voiture n'a jamais été à l'écran. C'est une voiture qui a été utilisée par la production pour faire des modèles 3D et pour en gros faire de la CGI. Donc est-ce que c'est réellement une voiture de film si elle n'est pas apparue à l'écran? Je sais pas, ça c'est à vous de juger. On passe maintenant à une voiture qui est assez chère pour moi, c'est la RX-8 de Nilla. Bon alors à l'époque j'étais vraiment fan du modèle,
Pas forcément celle de Nila parce que je trouvais que les modifications n'étaient pas forcément de très bon goût, mais le modèle RX-8 je l'adorais vraiment et j'en ai même eu une pendant un moment. Enfin bref, celle de Nila est un modèle turbo, donc elle développe près de 350 chevaux, ce qui est légèrement plus que les 231 du modèle de base. Bon alors il y en a une qui est à Universal Studios avec ses copines et une autre qui a été revendue encore une fois par New Era Import et celle-ci a fini au Pakistan. En fait, c'est un revendeur de voitures qui l'a acheté pour pouvoir l'exposer dans son showroom et il l'aurait remis en vente à un prix assez exorbitant et je ne crois pas qu'il ait trouvé d'acheteur, donc il y a de grandes chances qu'elle y soit encore. Pour finir avec les voitures japonaises, je vais désormais parler de la Lancer Evo 9. Alors attention, elle a un avant de Lancer Evo 8, mais c'est bien une Evo 9, on le sait puisque c'est des voitures qui ont été données par Mitsubishi à la production. Et en fait, ils en ont donné une dizaine. Les voitures ont ensuite été modifiées par la production. En gros, ils ont désactivé le différentiel à l'avant pour pouvoir les transformer en propulsion. Ils ont pratiquement pas touché au moteur puisque finalement, si on la met uniquement en propulsion, la voiture glisse déjà plutôt bien d'elle-même avec sa puissance d'origine en fait. Alors, sur internet, on ne trouve absolument aucune information sur ce que sont devenues ces voitures. Il y en a apparemment pas en expo à Universal, il n'y en a pas qui ont été en vente à New Era Import, j'en ai retrouvé aucune sur internet. Du coup, je pense, c'est mon avis personnel, qu'en réalité les voitures avaient été prêtées par Mitsubishi et qu'ils ont voulu les récupérer par la suite. En fait, s'ils ont fait ça, c'est parce que c'était sûrement des modèles de pré-série qui n'avaient pas de VIN. C'est souvent ce que les marques font lorsqu'ils donnent des voitures pour des films. Et du coup, ces voitures sont absolument inhomologables et on peut absolument pas mettre de plaque d'immatriculation là-dessus. Il y a de grandes chances qu'elles aient donc été détruites après le film. On va maintenant passer sur les quelques Volkswagen qui sont présentes dans le film. Parce qu'en fait, Volkswagen voulait absolument être dans Tokyo Drift, et du coup, ils ont donné 4 Touran et 4 Golf R32. Bon alors les Touran, vous vous souvenez exactement comment ils ont été utilisés, on parle bien sûr du Touran Hulk de Twinkie, j'en reparlerai par la suite, mais celle qui vous intéresse vraiment, c'est la R32, la fameuse R32 de Fast and Furious, une des voitures les plus importantes du film. Regardez comme elle trône fièrement en premier plan sur cette image, il y a même une attraction qui est dédiée à cette R32 à Universal Studios, donc ça doit être forcément une voiture ultra importante du film. Vous vous en souvenez pas, hein? Vous avez plus aucun souvenir de cette R32. Ben, il y a une raison à cela, je vais vous expliquer. Alors Volkswagen avait négocié un contrat extrêmement juteux avec la production pour que cette Golf ait un rôle prédominant dans le film. Ça avait été accepté par la production, ils ont donc reçu 4 Golf R32 qui avaient été complètement modifiés par Volkswagen eux-mêmes. Donc il y avait un kit, il y avait une peinture, le système Quattro avait été désactivé pour que ce soit une propulsion. Donc franchement Volkswagen avait fait les choses bien. Quand les voitures ont été réceptionnées par la production, ils ont appelé Volkswagen et ils ont fait ok, le gris et noir ça va pas, on va les repeindre en rose et ce sera la voiture de Nila. Et là Volkswagen était moyen d'accord, ils ont demandé à la production que la couleur reste donc cette déco grise et noire, qu'elle ne soit pas repeinte en rose. Donc là les relations entre la production et Volkswagen ont déjà commencé un petit peu à se détériorer, donc la production a dit ok, alors en fait ce sera pas la voiture de Nila, ce sera plutôt la voiture de Raiko. Je sais pas si vous vous souvenez d'elle, mais elle avait un rôle un peu moins important finalement dans le film. Et du coup ils ont tourné une scène complète avec la Golf et finalement Volkswagen les a appelés, on dit ouais mais non, en fait on veut pas un rôle féminin, on veut un rôle masculin, on veut absolument que ce soit un mec qui conduise la Golf. Bah je sais pas, ils ont dû se croire un petit peu au Moyen-Âge, mais en gros Volkswagen voulait absolument que la Golf soit roulée par un homme. Et du coup la production du film a dit ok, et bah c'est pas grave, on supprime la scène qui donc vous ne l'avez jamais vue, et la voiture n'apparaîtra pas dans le film. Donc voilà pourquoi cette fameuse Golf R32 est en premier plan sur certains visuels qui ont été faits au début de la production du film, mais qu'ensuite elle a complètement disparu. Bon bah les voitures ont finalement fini en attraction à Universal Studios. Une attraction qui porte le nom de Fast and Furious mais qui représente des voitures qu'on a de toute façon pas vues pendant le film. On sait que Volkswagen en a au moins récupéré une, puisqu'il y en a une rouge qui est exposée chez eux. Alors sur les 4 Touran qui ont été donnés par Volkswagen, il y en a 2 qui ont été transformés en Touran Hulk. Sur ces 2 Touran, il y en a un qui est
chez Universal Studios et dont la peinture commence à s'écailler au soleil. Et il y en a un autre qui a apparemment été récupéré par Volkswagen et qui tourne de temps en temps en Europe. Mais on ne sait pas exactement où et quand il est disponible. Donc les relations entre Volkswagen et la production ne sont sûrement pas au beau fixe. Et c'est bien dommage parce que c'était une démarche assez intéressante de Volkswagen d'essayer de mettre leur voiture dans les films, mais apparemment ça marche beaucoup mieux avec Mitsubishi. Bon, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, vous l'avez attendu longtemps, mais ça prend un temps fou en fait de réaliser ce genre de vidéo avec toutes les recherches, etc. Mais ça m'a vraiment plu de vous faire cet épisode. Ne vous en faites pas, il y aura d'autres épisodes dans ce genre, il y aura d'autres épisodes de voitures de films. J'ai déjà une petite idée pour le prochain, et j'ai même de quoi le rendre un peu plus intéressant. Donc on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!